un an après, Sarreguemines se souvient des bombardements. Une exposition sera visible à partir de lundi à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Une soixantaine de photos historiques, restaurées et pour certaines recolorisées, permettent de visualiser les dégâts causés en 1943. Sur la seule journée du 4 octobre 1943, 133 personnes ont péri sous les bombes lancées par l'armée américaine engagée dans la guerre contre le régime nazi. Une table ronde consacrée aux jeunes aidants, c'était le premier événement de ce type organisé par le Conseil de développement de la Casques dans le cadre du contrat local de santé. Les jeunes aidants, ce sont les moins de 18 ans qui accompagnent un proche qui a besoin d'une aide régulière à cause d'une maladie ou d'un handicap. Entreprendre ensemble, un forum dédié à la création d'entreprises. L'espace entreprise de Sarreguemines a réuni des porteurs de projets et des acteurs du monde économique et des finances, ainsi que des partenaires institutionnels. Le réseau cyclable transfrontalier va se développer. Le projet Intervélo Zarmoselle a été officiellement lancé. Il prévoit la création ou l'amélioration de liaisons cyclables transfrontalières d'ici 2026 sur le territoire de l'Eurodistrict. Concours culinaire à la Foire internationale de Metz pour les apprentis des UFA du Grand Est. Un binôme de l'UFA Michel Roth de Sarreguemines est en compétition pour le trophée cristal Michel Roth. Avec un cahier des charges imposé pour le menu, chartreuse végétale et fruits de mer pour l'entrée, poulet à cou noir label rouge et ses garnitures pour le plat et pour le dessert crêpes et oranges. Premières Olympiades pour l'IUT de Moselle-Est, 165 étudiants en première année de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold se sont affrontés dans de nombreuses épreuves sportives. Chaque équipe réunissait des étudiants des 3 sites ainsi que des enseignants et du personnel administratif. Un chef-d'œuvre de lycéens exposé au Parc Explore Vindel. C'est un projet de fin de cycle d'élèves du lycée Hurlevent à Béreunes. Leur chevalement est désormais visible au musée des mineurs à Petite-Rosselle. Bientôt une forêt sanctuaire à Bitche. Une réunion publique a été organisée en partenariat avec l'association Au-delà des Racines qui accompagne la municipalité dans la création de ce projet. C'est une nouvelle vision du décès avec le dépôt d'urnes funéraires en forêt et la position de plaques commémoratives. Cérémonie de la Sidi Ibrahim pour le 16e BCP de Bitche. La commémoration des combats de Sidi Ibrahim a pris une dimension particulière cette année car c'était en même temps l'occasion de célébrer les 170 ans du bataillon d'acier. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette émission en musique avec l'Officine du Gueux. Le groupe du Pays de Bitche a fêté ses 30 ans samedi, sur scène bien évidemment. Mais on plonge d'abord dans l'histoire. Il y a 81 ans, Sarreguemines était sous les bombes. Ces attaques, qui ont fait au total plus de 200 morts, sont évoquées dans une nouvelle exposition visible à partir de lundi à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. En avant-première, Guillaume Dumonteil a pu découvrir quelques panneaux. Le choc des photos. Du 7 au 16 octobre prochain, tout un chacun pourra venir découvrir l'exposition événement Deuxième Guerre mondiale, Sarreguemines se souvient. L'occasion de regarder une soixantaine de photos historiques, restaurées et pour certaines recolorisées. Impressionnante, elle replonge le visiteur plus de 80 ans en arrière. L'occasion de voir des ponts, des rues et des bâtiments emblématiques de la ville défigurés par les bombardements. Sur ces images apparaissent les habitants d'alors qui ont vécu ces moments terribles. Une pensée tout simplement pour ceux qui étaient là avant nous, pour nos anciens qui ont vécu ces événements. Et je crois qu'il est important, 80 années après, de recueillir leurs paroles et leurs témoignages et de pouvoir le transmettre à la jeune génération. Plusieurs acteurs ont participé à l'élaboration de cette exposition, des habitants, des services municipaux, les passionnés d'histoire du Fort Cassot, du blocos de Vitrin, de la Hoye ou encore des élèves du lycée Jean de Pange et de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Le pensionnat justement, c'est tout un symbole si l'exposition est installée ici, car ce bâtiment a été touché par le plus fort des 12 bombardements qui ont touché la ville. Sur la seule journée du 4 octobre 1943, 133 personnes ont péri sous les bombes lancées par l'armée américaine, engagée dans la guerre contre le régime nazi. Plusieurs clichés montrent l'état de l'établissement scolaire après le bombardement. C'est vrai que c'est une réelle émotion de voir ces photographies montrant les dégâts occasionnés par ces bombardements, parce que nos élèves qui fréquentent notre établissement tous les jours ne se rendent pas compte de la gravité des impacts qu'il y a pu y avoir et des conséquences de ces bombardements qui ont fait des dizaines de morts au sein de l'établissement. Demain, pour le 81e anniversaire du bombardement américain, une plaque commémorative sera dévoilée à l'entrée de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. C'est par là qu'il faudra entrer du 7 au 16 octobre prochain, de 13h30 à 18h30, du lundi au vendredi, si vous voulez découvrir l'intégralité de cette exposition. L'entrée est gratuite.
Et notez qu'une page dédiée à cette exposition a été créée sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Vous pouvez donc aller sur www.sarreguemines.fr pour avoir un aperçu de cette exposition. 2 à 3 élèves par classe de collège et 3 à 4 élèves par classe de lycée sont des jeunes aidants. Âgés de moins de 18 ans, les jeunes aidants contribuent à s'occuper d'un parent, d'un frère, d'une sœur ou d'un proche qui souffre d'une maladie, d'un handicap physique ou mental, d'une dépendance ou de toute autre condition nécessitant une aide régulière. Des missions quotidiennes et une charge mentale de tous les instants qui impactent la vie scolaire et la vie sociale des jeunes aidants. À l'occasion de la Journée nationale des aidants, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence et son conseil de développement ont organisé pour la première fois une table ronde consacrée aux jeunes aidants. Elle s'est déroulée au forum de la médiathèque mardi après-midi. Reportage de Camille Henriot et Emilia Zell. Ils ont fait un choix, celui de devenir jeune aidant. Mais c'est quoi finalement être jeune aidant ? 60% des personnes ne connaissaient pas le mot aidant avant cette étude réalisée par la Massif. D'où l'importance d'aborder cette thématique aujourd'hui lors de cette table ronde. Pour éveiller les consciences et surtout révéler le mal-être que traversent tous ces jeunes, à l'image de ce documentaire réalisé par l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble. Ils se moquent parce qu'ils ne savent pas et donc... Et je pense que ces gens-là aussi, il faut les sensibiliser, leur montrer que c'est pas très drôle et qu'au lieu de se moquer, ils pourraient aussi accompagner la personne jusqu'à chez elle et peut-être si elle a des courses à monter, l'aider à monter les courses, c'est rien, ça dure 2 secondes et puis voilà, ça peut l'aider quoi. La soulager parce que j'ai déjà très sollicité à la maison. Puis l'aider à faire ses devoirs aussi peut-être. Un truc comme ça quoi. Un truc tout con mais trop cool. Il se trouve qu'en France, on n'a pas du tout de recul par rapport à cette situation, alors que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus avancés sur ce sujet-là. Le sujet est d'autant plus sensible qu'il concerne entre 700 000 et 1 million de personnes en France. Elles se sentent souvent obligées de cacher qu'elles sont jeunes aidants car elles ont peur d'être rejetées par la société. On ne veut pas se faire remarquer, pas attirer l'attention sur quelque chose de personnel. C'est pas forcément quelque chose qui me gêne, c'est juste que voilà, ça fait partie de mon intimité. Car ce choix a souvent des répercussions sur leur vie personnelle et professionnelle. Toujours selon l'étude nationale, près de 37% déclarent avoir dû prendre un petit boulot pour assurer cette mission. Et 30% affirment avoir dû modifier leur choix d'orientation pour les études. Heureusement, des premiers dispositifs d'aide et initiatives associatives se sont mis en place pour leur venir en aide. Par exemple, l'organisation d'ateliers radio à destination des jeunes aidants, organisés par l'UDAF 68 en partenariat avec l'association JAD. Ces premiers ateliers seront d'ailleurs réorganisés prochainement. Autre initiative, les groupes de parole pour surmonter les craintes et assumer son rôle d'aide-soignant. Une enquête est en cours pour mieux comprendre les besoins de santé des habitants de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. L'agglo veut vous associer à l'élaboration du contrat local de santé. Il s'agit d'un contrat entre la collectivité et l'agence régionale de santé pour étudier les caractéristiques du territoire en termes de santé afin d'apporter les aides nécessaires dans la prévention ou encore l'accès aux soins. L'enquête comprend 15 questions relatives à votre quotidien et votre environnement proche. Le questionnaire est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Vous avez jusqu'au 25 novembre pour y répondre. Envie de créer ou reprendre une entreprise? Pour accompagner les porteurs de projets et les aider à y voir plus clair, Espace Entreprise a organisé un forum qui a réuni plusieurs partenaires institutionnels et acteurs de l'économie et des finances. Reportage de Camille Henriot. Parmi les acteurs présents ce jour-là, des experts comptables, des chambres consulaires, partenaires institutionnels et même les banquiers pour ce forum dédié aux jeunes entreprises. Une centaine de personnes venues de toute la région en ont profité pour bénéficier de quelques conseils sur leurs projets d'entreprise. Chaque année, près de 150 000 créateurs d'entreprises sont accompagnés par France Travail. Et d'autres dispositifs d'aide existent pour accompagner les porteurs de projets dans leur création ou leur reprise d'entreprise. Par exemple, le programme Créalab, porté actuellement par l'Espace Entreprise de Sarreguemines sur notre région. Espace Entreprise a profité de ce forum pour récompenser les 3 lauréats de la 4e promotion Créalab. Tous se sont investis ces derniers mois pour la création ou la reprise d'une entreprise sur le secteur de Sarreguemines ou du Pays de Bitche. Cette année, 13 entreprises porteuses de projets ont été accompagnées. Une nouvelle promotion Créalab sera lancée dès le premier trimestre 2025. Les porteurs de projets peuvent d'ores et déjà déposer leur candidature auprès d'Espace Entreprise à Sarreguemines.
Bientôt, on pourra réellement pédaler sans frontières et en restant sur des pistes cyclables. Fin juillet 2024, le projet Interreg Intervélo Sarre-Moselle visant à développer un réseau cyclable dans l'Eurodistrict a été approuvé. Ce projet, soutenu par 9 partenaires financiers et plusieurs communes, prévoit la création ou l'amélioration de liaisons cyclables transfrontalières d'ici 2026. Laura Calmès a assisté au lancement officiel samedi à Frémin-Merlebach. Le projet Intervélo Sarre-Moselle, officiellement lancé samedi dernier à Frémin-Merlebach, vise à renforcer les infrastructures cyclables transfrontalières dans la région de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Ce projet permettra la création et l'amélioration des pistes cyclables, favorisant une mobilité connectée entre les deux pays, tout en soutenant le cyclotourisme local. L'idée du projet Intervélo Sarre-Moselle, c'est donc, comme dit, de relier différentes pistes cyclables pour donc créer un réseau plus connecté transfrontalier, donc dans ce contexte-ci, dans le cadre de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Le projet coûte environ 9 millions d'euros, donc avec un cofinancement de 35% de fonds européens donc, qui viennent d'Interreg pour ce projet. Et ce ne sont pas des fonds qui viennent direct, qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme Interreg, mais vraiment qui ont été mis à disposition par Interreg pour l'Eurodistrict. Et donc, c'est vraiment la décision de l'Eurodistrict comment ils vont utiliser ces fonds. Et donc, c'est eux aussi qui donc, ont décidé d'utiliser les fonds pour créer cette piste cyclable. C'est aussi la volonté du schéma directeur vélo que la CASAS a développé en fin d'année dernière. De s'interconnecter avec les territoires voisins et nos amis allemands. L'objectif, c'est de faire des aménagements cyclables qualitatifs. Les membres du collectif vélo Forbach Porte de France espèrent qu'en plus de ces aménagements, d'autres verront le jour au sein même des villes. C'est un projet d'abord qui est un projet structurant parce qu'il met en place, comme vous pouvez le constater, de magnifiques pistes cyclables. Et évidemment structurant aussi au sens où il permet de mettre en relation différentes communautés d'agglomération. Donc pour l'instant, principalement sous l'aspect un petit peu touristique. Nous, ce qu'on souhaiterait évidemment beaucoup aussi au niveau du collectif vélo, c'est que l'aspect déplacement au quotidien soit aussi pris en compte, à condition que intramuros, c'est-à-dire en ville, par exemple dans une ville comme Forbach, on développe également les itinéraires cyclables qui peuvent être parfaitement connectés, comme je le disais tout à l'heure, aux pistes touristiques. Mais pour l'instant, ces aménagements entre les pistes touristiques et les centres des agglomérations, par exemple à Forbach, pour l'instant, ça n'existe pas. Voilà. Le problème, c'est effectivement la traversée des villes. On peut rejoindre les villes entre elles, mais une fois qu'on arrive dans les villes, on est dépourvu d'itinéraire, on ne sait plus où aller. Le projet qui s'étend jusqu'en 2026 a donc pour objectif de dynamiser l'attractivité de la région tout en améliorant la qualité de vie locale. Côté mobilité, une enquête est menée en ce moment par la région Grand Est. Elle concerne la mobilité quotidienne des résidents du territoire nord-lorrain. Les données récoltées auront pour but d'apporter des solutions aux problèmes de déplacement rencontrés par les habitants et d'aider la construction de nouvelles offres de mobilité. 21 000 personnes seront interrogées jusqu'au printemps 2025. Un tirage au sort a été effectué pour contacter les personnes potentiellement enquêtées. Les résultats devraient être connus à partir de septembre 2025. La foire internationale de Metz a débuté le week-end dernier. Ambiance italienne cette année pour la 89e édition de la FIM qui met Venise à l'honneur. Et sur les 45 000 m² d'exposition, quelques 500 stands sont installés pendant 11 jours. La FIM, ce sont aussi des animations, des événements et des concours. En premier lieu, le trophée Cristal Michel Roth, un concours culinaire organisé par l'association des Amis de Michel Roth et proposé aux apprentis des UFA de la région Grand Est. C'est un menu imposé qui a été donné au binôme candidat, chartreuse végétale et fruits de mer pour l'entrée, poulet à cou noir, label rouge et ses garnitures pour le plat, et pour le dessert, crêpes et oranges. Dans ce reportage de Marie Vin et Émeric Guillaume, focus sur l'équipe sarregueminoise de l'UFA Michel Roth. Le binôme de l'UFA Michel Roth de Sarreguemines a 5 heures pour présenter un menu complet à un jury de 6 personnes. Clara est en salle,
Adam en cuisine, et tous les deux doivent s'entraider pour proposer dans le délai imparti entrée, plat et dessert. Je consiste à faire le service, à préparer ma table comme j'ai fait là derrière, à servir les clients, à faire l'accord mes vins, à faire mon flambage aux crêpes et aussi j'ai une découpe de chartreuse à faire. Je prépare la chartreuse végétale à base de fruits de mer et de merlan, une farce mousseline, une sauce de réduction de marinière. Pour le plat, ça va être un poulet poché et manchonné avec un sauté de légumes déglacé au balsamique, un emporte-pièce de macaroni et de purée de butternut, du sel de champignons et on est pas mal. Ce concours culinaire, organisé par l'association des Amis de Michel Roth, est ouvert aux apprentis des UFA de la région. Il permet à ces jeunes de découvrir le déroulement d'un concours. Dans le jury, des grands chefs cuisiniers dégustent les plats concoctés. Un concours, c'est de l'apprentissage compressé parce que là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière, il y a un vrai suivi, ils vont connaître le produit au maximum. C'est une bonne école d'être à la vue de tout le monde et d'avoir une bonne maîtrise de soi. Donc là, vous avez la chartreuse avec son... Le binôme se verra décerner une note à la fin du repas. Cuisine, hygiène, service, tout y passe. Il faudra attendre dimanche pour connaître la réponse définitive du concours. Journée sportive pour les étudiants en première année de l'IUT de Moselle-Est. Ils étaient réunis à Sarreguemines pour apprendre à se connaître et pour pratiquer diverses activités physiques. Le tout avec plaisir et convivialité. Guillaume Dumontail a pu le constater. 2024, année olympique et année aussi des premières Olympiades de l'IUT de Moselle-Est. Un nouvel événement encadré par le service des sports de l'Université de Lorraine, le SUAPS. Ces Olympiades se sont déroulées à Sarreguemines, au stade Gérard Burg, ainsi qu'au gymnase Pierre de Coubertin et Jean Jaurès à Tenant. Au programme de l'ultimate, du fitness, du badminton, du basket 3-3, de la lutte et de l'athlétisme. Avec l'objectif principal, bien sûr, de promouvoir l'activité physique, mais surtout de créer du lien entre tous les étudiants des différents départements et sur les 3 sites, et de pouvoir avoir une journée de partage très corporate et de vivre des événements à travers l'activité physique. Cet événement s'adressait aux étudiants des 4 départements de l'IUT de Moselle-Est, GACO, MLT, Chimie et Sciences et Génie des matériaux. 165 étudiants étaient présents, auxquels s'ajoutaient une vingtaine d'enseignants et de personnel administratif. Tous ces participants étaient mélangés et répartis en 7 équipes pour créer du lien et de la cohésion entre les différents sites et les différentes formations de l'IUT de Moselle-Est. L'objectif semble avoir été atteint. J'ai bien aimé cette journée, on a fait différents sports dans différents domaines, donc ça a permis à tout le monde un peu de se dépenser et on était avec différents IUT, donc ça a permis de faire connaissance ou de revoir des anciens amis à nous, donc voilà, c'était une bonne journée dans l'ensemble. Franchement, c'était vraiment super cool par rapport au fait où du coup on pouvait créer des liens puisqu'on ne se connaissait pas tous, et le fait d'être mélangé comme ça, je trouvais ça bien pour avoir du coup de nouvelles rencontres et pour avoir plus l'esprit d'équipe aussi puisqu'on ne se connaissait pas. Et la journée elle était plutôt bien. On a appris à se connaître parce que c'est important de faire connaissance avec ses camarades de classe et les camarades de l'IUT. Ces Olympiades devraient être organisées chaque année. L'idée, c'est que ce soit un événement itinérant organisé une fois à Sarreguemines, une fois à Saint-Avold et une fois à Forbach, c'est-à-dire dans les 3 villes où est basée l'IUT de Moselle-Est. Un chevalement en guise d'aboutissement. Les élèves du lycée professionnel Hurlevent à Beyronne ont finalisé leur chef-d'œuvre qui symbolise leur fin de cycle d'études. Qui dit cheminement dit mine. L'endroit rêvé pour installer leur chef-d'œuvre était tout trouvé, le musée de la mine à Petite-Rosselle. Reportage d'Élise Blanchard. Il l'attendait depuis des semaines. Ça y est, la structure métallique sur le thème du chevalement a enfin trouvé sa place. C'est dans le hall du parc Explore Vindel que de nombreux visiteurs pourront contempler l'œuvre. Dans le cadre d'un partenariat avec l'école BBS de Neustadt, un projet commun a été réalisé avec le lycée Hurlevent à Bérennes-les-Forbach. Le projet est encadré par les enseignants Pascal Gallo et Jean-Michel Egloff du lycée professionnel. Les élèves des 2 écoles ont travaillé ensemble toute l'année pour parvenir à édifier cette œuvre. Les soudures ont été réalisées en Allemagne et la partie esthétique a été finalisée avec les élèves de la section enseigne et signalétique du lycée Hurlevent. Manuela Niel, la proviseure du lycée, revient sur ce projet de longue haleine.
Moi, je suis satisfaite et je suis ravie parce que les élèves de terminale bac pro doivent réaliser ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Et du coup, ce chevalement est un chef-d'œuvre de fin de cycle pour les bacheliers de la voie professionnelle. C'est intéressant puisque ils ont fabriqué cet objet. Ça donne du sens à leur pratique professionnelle. Ils ont réalisé un objet qui va être exposé dans ce musée, donc ça va valoriser leur travail. Et effectivement, ça donne du sens à ce geste professionnel à la fin de leur cycle. Le lycée a naturellement proposé de faire don de ce chevalement au parc Explore Vindel, ce qui est l'occasion de mettre en valeur le patrimoine local. Faire ce don, c'est important pour l'établissement et elle a sa place, tout à fait sa place dans ce musée. Et c'est une grande fierté pour l'établissement, pour les élèves, de pouvoir voir ce chef-d'œuvre, ce chevalement dans le site idéal. Le lycée a par la même occasion signé un partenariat entre les deux structures avec pour objectif la réalisation d'objets publicitaires qui seront vendus à la boutique du musée réalisée par les enseignantes du lycée Hurlevent. Robert Haar, président du syndicat du musée de la Mine, explique. Cette œuvre-là, qui est magnifique, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est surtout très grand. Donc il fallait bien pouvoir la mettre quelque part, pas au fond d'un placard, mais surtout qu'elle soit mise en valeur. Et je pense que M. Douvre a une très bonne idée de nous la proposer, parce que c'est ici qu'elle sera mise en valeur, étant donné qu'ici nous avons 40 000 personnes qui circulent par an. Collaborer avec la jeunesse est devenu primordial. Le musée, comme la jeunesse, se sont mutuellement apporté leurs expériences. Une forêt sanctuaire à Bitche, c'est un concept venu d'Allemagne qui se répand de plus en plus en France. Dans le Grand Est, 3 forêts sanctuaires ont été créées. Celle de Bitche est sur le point de se concrétiser. Une réunion publique a été organisée en mairie pour informer les habitants sur les intérêts et le fonctionnement de ce nouveau cimetière naturel. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Chaque dauphin y est identifié, géolocalisé et permet aux familles de localiser les urnes et d'honorer la mémoire de leurs défunts. Dans une parcelle, proche de l'étang d'Asselfourt, des urnes funéraires pourront être inhumées. Au pied des arbres, 50 emplacements sont prévus et accessibles à partir de début 2025. Une nouveauté à Bitche pour répondre à un besoin de nouveaux emplacements pour accueillir les sépultures. Et puis il y a aussi une préservation parce qu'à travers une forêt sanctuaire, il y a une obligation de préservation du site, de la forêt, etc. Donc comment est-ce qu'on peut en même temps entretenir notre patrimoine arboré? L'environnement naturel de la forêt sera maintenu. Aucun aménagement ne sera réalisé sur la parcelle en dehors de la création de plaques en hommage aux défunts. En dehors de l'aspect écologique, pour les familles, cela inclut aussi un coût plus abordable, car il n'y a notamment pas de pierre tombale. Pour mener à bien ce projet, la ville a établi un partenariat avec l'association Au-delà des Racines, qui l'accompagne dans la mise en place de cette forêt sanctuaire. C'est devenu une tradition au 16e BCP, la commémoration des combats de Sidi Brahim. Une fois encore, élus, militaires et familles de militaires ont assisté à cette cérémonie et à la reconstitution de la bataille. Mais la différence cette année, c'est que le bataillon fête ses 170 ans. Il a été créé le 15 janvier 1864. Reportage d'Émilie Hazel et Thibaut Desmerlet. Hier soir, certains militaires de Bitche ont sorti leur costume pour une cérémonie un peu spéciale. Au quartier Drion a eu lieu la commémoration des combats de Sidi Brahim. Alors écoutez, c'est très important pour nous parce que nous sommes héritiers de ces traditions-là. Donc nous avons reçu ces traditions en héritage, donc il est important pour nous évidemment de les conserver, de les entretenir, de les léguer à notre tour aux plus jeunes générations de nos jeunes militaires du rang qui rejoignent nos rangs. Et c'est aussi important parce que c'est le ferment, le ciment de l'esprit de corps et de cohésion qui est absolument indispensable si on veut pouvoir ensuite s'engager en opération. La tradition veut qu'une reconstitution historique soit organisée. Les chasseurs d'Orléans se font tuer mais ne se rendent jamais. Après les sommations viennent les menaces et bientôt les sévices. Le capitaine du Tertre, fait prisonnier le 23 septembre, amené devant la murette, crie à ses camarades. Le 16e bataillon de chasseurs à pied en a profité pour fêter ses 170 ans d'existence.
Et nous avons à cette occasion-là justement réunir le maximum d'anciens qui pouvaient se libérer pour venir se joindre à nous à l'occasion de cette cérémonie qui en fait vient clôturer 3 jours d'activités de cohésion, de solidarité, de fraternité d'armes qui sont déroulées cette semaine à Bitche. Plusieurs médailles ont aussi été décernées. 3 sous-officiers belges du bataillon de chasseurs ardennais ont reçu la médaille de défense nationale française pour leurs actions en Roumanie. Des médailles roumaines et belges ont également été remises à d'autres officiers et sous-officiers. Plein d'événements se profilent dans les prochains jours, je vous en parle dans un instant et puis on finira en musique avec l'officine du Gueux. On jette d'abord un œil aux prévisions météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui nous attend pour demain. On retrouvera un ciel plutôt dégagé et le soleil sera bien présent, mais ça ne suffira pas à faire remonter les températures qui iront de 5 à 6 degrés pour les minimales et de 12 à 13 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les François, il fera jour de 7h36 à 19h03. Passez tous une belle journée et à demain. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Wir sind heute wieder im Wald in Mutterhuse. Bonjour, Monsieur Hammer. Es sind hier der Maire, der Chef von dem Dorf à la Saint-François, Bécasse et Aubois. Der Bécasse, das ist eine Frau, die so, weißt du, so ein bisschen so zäckiges, gell? So, ja. Also wir sind ja nichts über Frauen, gell? Nee. Aber ob die Männer da so kleine Schimpfwörter von die Frauen und so... Monsieur Hammer auch nicht? Gut, das schimpfen wir nicht. Es sind da nicht sehr ehrlich. Ich hätte Männer als sagen, die Alt- oder die Dummikons. Dummiko habe ich auch schon gehört. Und Freckikrot habe ich auch schon gehört und Kleine Auschkrot auch. Der Astrid Lindgren, die hat gesagt, los euch nicht unergrün, ihr Frauen, sei ihr frech und wild und natürlich wunderbar. Monsieur le Maire, Mutterhuse, da ist viel Wald. 95% comme ça, nicht nur Wald. C'est l'heure du Café Grenzel. Rendez-vous ce vendredi à partir de midi. Dimanche, vous avez rendez-vous dans le parc du château de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence pour le grand marché des producteurs. Ils seront une 60aine à vous proposer leurs produits. L'occasion de faire de bonnes courses en circuit court, mais aussi de déguster sur place. Il y aura également des animations et une tombola. Beaucoup d'animations et d'ateliers aussi au Jardin pour la Paix à Bitche. Dimanche a lieu le marché d'automne et cette année il est couplé avec la fête des bulbes qui se déroulait d'habitude mi-septembre. 58 variétés de bulbes seront proposées rien que sur le stand des jardiniers de la ville de Bitche. Autre changement de date cette année, le Jardin pour la Paix ne commence pas sa période de fermeture hivernale à l'issue du marché d'automne. Il reste ouvert jusqu'au 13 octobre. Les rendez-vous des parents sont des moments privilégiés pour les parents d'enfants de 0 à 18 ans. L'occasion d'échanger sur des thèmes variés et de participer à des ateliers. Plus de 130 rendez-vous sont programmés en Moselle cette année jusqu'au 19 octobre. Le programme détaillé est sur Internet. Les semaines d'information de la santé mentale commencent la semaine prochaine. Pour la première fois, la communauté de communes du Pays de Bitche y participe. Premier rendez-vous mardi à 18h à la médiathèque Joseph Schaeffer pour un ciné-débat organisé en partenariat avec le CHS de Sarreguemines et animé par le docteur Tripsch. On termine avec un événement ouvert à tous et qui devrait en séduire plus d'un. Une soirée jeux est organisée demain à Putelange par le Foyer des Lacs. L'occasion de découvrir des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie et des jeux familiaux et c'est gratuit.
Je vous le promets, depuis le début de l'émission, on termine en musique avec un groupe bien connu car il a une longévité rare, en particulier pour un groupe local. L'Officine du Gueux vient de fêter ses 30 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire, un concert-événement a été organisé à la salle polyvalente de Montbronne. Une soirée qui était rapidement à guichet fermé, plus de 800 personnes y ont participé. Thibaut Desmerlet était de la partie. Et si dans notre chanson, on n'a que les rimons, c'est pour que ça chante avec le boulon. C'est un événement que les fans n'auraient raté pour rien au monde. La salle polyvalente de Montbronne a accueilli le concert des 30 ans de l'Officine du Gueux, une salle où le groupe a l'habitude de jouer. Devant eux, plus de 800 personnes présentes. Et ce sont les fans qui ont composé la playlist du groupe. Ils avaient lancé un sondage sur les réseaux sociaux en amont. 30 ans d'existence, mais quel est le secret de cette longévité ? Alors ça c'est une bonne question, c'est l'envie, la passion, le plaisir de jouer avec les musiciens, de rencontrer des gens, de voyager et de jouer la musique ensemble, c'est juste ça. François Nadler avait commencé sa carrière en solo, mais au fil du temps il a voulu partager la musique avec d'autres membres. J'ai joué pendant très longtemps avec un ami qui est malheureusement décédé, Chine Frédéric. C'est avec lui que j'avais commencé le groupe qui s'appelait Les Fougueux à l'époque. En 94, ça a commencé. Malheureusement, il est décédé en 2008. J'ai continué à jouer un petit peu tout seul et puis au fil du temps, d'autres musiciens sont arrivés, notamment Denis Riss, avec qui j'ai beaucoup joué. Durant ces années, le groupe a majoritairement joué dans le Grand Est, mais est aussi allé à Dunkerque ou encore Paris. François est accompagné aujourd'hui de Denis Riss à l'accordéon, qui le suit depuis 15 ans, de Jérôme Spildener à la batterie, de Bernard Hebster à la basse et de Jérémy Barrez à la guitare. Ce soir, c'est un moment important. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, on a eu beaucoup de témoignages là ces derniers jours de gens qui nous envoient des mails. Il y a même cet après-midi un gars qui nous suit depuis le début qui nous a ramené un petit cadeau. Donc le fait de rejouer ici dans cette salle, ça va être pour nous un moment vraiment très fort. Le groupe était accompagné du duo Super Cassette et du groupe de rock local Solstice. Les bénévoles du festival de la Maillotche étaient présents pour aider à l'organisation. Une chose est sûre, l'Officine du Gueux n'a pas joué ses dernières notes. No,